Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce doux week-end d'octobre sur Monaco Info. Toute l'information près de chez vous, invités, reportages, enquêtes et votre météo à venir. Avec ce soir un sujet d'actualité qui vous interpelle, voire vous inquiète. La prolifération des fameuses punaises de lit. Comment faire pour éradiquer ce phénomène? Le responsable d'Halte Nuisible, Yvan Rimbaud, sera avec nous dans quelques instants. Nous évoquerons également la belle santé de l'International School of Monaco, classée parmi les meilleures écoles privées dans le monde. La remise des prix, une première pour les jeunes chefs et serveurs en principauté avec Young Chef et Young Waiter. Et avec notre série du vendredi consacrée à ceux qui font Monaco, on parlera petite fin justement avec Christina Tomel et la réussite d'Upichi Toku. Un petit morceau de plaisir. Avant de parler sport, et l'envie cette fois pour l'AS Monaco Football de défendre sa place de leader en Champagne demain soir face à Reims en Ligue 1. Mais sans plus tarder, direction Grenade, où une délégation monégasque emmenée par le ministre d'État Pierre Dartout a pris part hier au 3e sommet de la communauté politique européenne qui a réuni au total 43 chefs d'État et de gouvernement, les présidents du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne. À l'instar des précédents sommets, l'objectif était de renforcer la cohésion, la coopération et le dialogue entre tous ces pays européens en vue de préserver la paix et la sécurité du continent. Les représentants ont ainsi eu l'opportunité d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, comme la transition numérique, l'intelligence artificielle et les questions multilatérales et géostratégiques actuelles. Le ministre d'État a participé également à une table ronde sur l'énergie, l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Une réunion durant laquelle il a pu exposer l'action de la principauté en faveur des énergies renouvelables. Et puis en marge de ce sommet, le ministre a pu s'entretenir avec d'autres dirigeants, comme la présidente du Conseil italien, Madame Giorgia Meloni, ou encore le président de la Confédération helvétique, Alain Berset. Cette réunion s'est terminée par un dîner officiel en présence de leur Majesté le Roi et la Reine d'Espagne au célèbre palais de l'Alhambra. Le prochain sommet de la communauté politique européenne aura lieu au Royaume-Uni durant le premier semestre 2024. Toujours dans le cadre diplomatique, de nouveaux ambassadeurs ont été officiellement accrédités aujourd'hui. Les diplomates géorgiens, algériens, d'Arabie Saoudite et du Grand-Duché du Luxembourg ont présenté ce matin au Palais leur lettre de créance au prince souverain. C'est un sujet qui interpelle nombre d'entre vous en ce moment, entre crainte et psychose de la petite bête qui gratte, qui rampe et nous empoisonne la vie quand elle s'installe chez nous. La prolifération de la punaise de lit. Le conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, a rappelé hier qu'il n'y avait aucune recrudescence incontrôlable de punaises de lit à Monaco et qu'après l'apparition de ces quelques cas ces 2 dernières années, les mesures nécessaires avaient été prises et qu'il ne s'agit de surcroît en aucun cas de problème de conditions sociales. Aussi, pour aller plus loin ce soir dans les solutions propres à l'éradication de ces insectes, nous avons fait appel à un spécialiste, Yvan Rimbaud. Il est le fondateur de l'entreprise Halte Nuisible. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On a besoin de vous pour savoir si ça tourne à la psychose ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec ces punaises de lit aujourd'hui concrètement? Il y a eu une énorme augmentation puisqu'on est passé, on a eu plus 65% d'augmentation de traitement de sites infestés entre l'été 2023 et l'été 2022. Donc l'augmentation est conséquente. C'est quelque chose que les professionnels avaient vu venir, donc on était préparé à cette augmentation-là. Il n'y a pas de quoi paniquer, il faut rassurer vos auditeurs. Vos auditeurs, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas vecteur de maladie. Donc, c'est déjà super important de se dire qu'on ne risque pas de maladies vectorielles, alors qu'avec le moustique, par exemple, on peut avoir des risques pathogènes. Et ensuite, il est important de leur rappeler que le problème punaise se règle. Pour le régler, il faut être cohérent dans sa méthode, il faut appliquer les bonnes méthodes. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien de jeter vos matelas et vos affaires. Ce n'est pas comme ça que vous allez régler le problème. Quand vous êtes pris en main par un professionnel qui vous rassure et qui applique une méthode qui fonctionne, parce que la problématique punaise, elle se règle, ok? Ça, c'est vraiment important. Et ben, déjà, vous déstressez, parce que vous voyez la fin du problème. Voilà. Quand on essaye de faire soi-même et qu'on en voit encore, on commence à déprimer. Tout ce que vous venez de dire, ça veut dire que peut-être au-delà d'une psycho, je ne vais pas aller sur les mots trop forts, il y a une prolifération aujourd'hui, ça c'est clair et c'est net. On va commencer par les raisons de la prolifération. On a été sur des années Covid où les gens se sont quand même moins déplacés. Là, les gens ont repris un rythme normal. Donc, forcément, les déplacements, c'est des moments où vous allez à l'hôtel, vous allez chez des amis. S'ils en ont, vous en ramenez dans vos bagages. C'est ça. Okay, c'est ça la difficulté. Il faut rappeler qu'une punaise qui a été inséminée une fois, donc
comme elle a une spermathèque, elle peut produire des œufs et donc des larves toute sa vie. Toute la vie. Donc, ça, c'est un point qui est quand même important. Une punaise, ça peut vivre 2 ans, jusqu'à 2 ans, sans consommer de sang. Et ça a besoin de consommer du sang pour passer d'un stade larvaire à un autre et pour pouvoir pondre. Ça veut dire que si on est vu chez moi il y a 2 ans, 2 ans et demi, ou 1 an et demi, elles peuvent revenir à tout moment. Si elles sont venues chez vous il y a 2 ans et que vous avez quitté les lieux et que vous revenez chez vous au bout de 2 ans, c'est sûr que là, elles seront encore là et vivantes et elles auront faim, donc ça va être compliqué pour vous. En revanche, si vous avez traité il y a 2 ans, éliminé toutes les punaises, il n'y a plus de problème. Si vous avez laissé le problème pendant 2 ans, elles vont consommer. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste qu'entre 2 consommations, il peut y avoir jusqu'à 2 ans. Mais tant qu'elles ont de la consommation, elles vont consommer. Pour revenir sur la problématique des trains, c'est pas dans les trains que ça va se développer, hein, les punaises. Les punaises, elles ont besoin de consommer. Pour consommer, elles ont besoin d'obscurité et elles ont besoin de faire un repas de sang. Pour faire un repas de sang, il faut qu'elles puissent pomper du sang pendant 15 minutes. Pour qu'elles puissent pomper, il faut pas de mouvement. Dans un TGV, vous avez du mouvement, vous avez des vibrations, vous avez de la lumière. Donc, c'est très peu propice au développement. Maintenant, ce qui peut se passer, si moi, j'ai des punaises de lit chez moi, ok, je prends mon sac, j'arrive dans le train, je le pose par terre, la punaise, elle va sortir et elle va se mettre en mouvement. Et à un moment, on va la voir. Et souvent, quand on voit sur les vidéos que vous avez pu visionner dans les réseaux sociaux, vous voyez que les punaises, elles sont stressées. Elles sont pas dans un environnement qui leur convient. Elles bougent dans tous les sens, ne savent pas où aller. Elles sont stressées. Elles sont pas dans un environnement qui est propice à leur développement. Donc, il faut pas psychoter et il faut continuer à prendre le train. Il y a pas de danger. Même le métro qui est souterrain, hein, où il n'y a pas de lumière. Le métro, il y a trop de vibrations. Il y a quand même trop de vibrations. Il peut y en avoir ponctuellement qui sont amenés, qui tombent et qui repartent. Si vous voulez prendre le moins de risques possible, vous pouvez regarder les conseils qui sont prodigués pour éviter une infestation chez soi. Il faut prendre des bons réflexes. Mais il ne faut pas arrêter de circuler, de voyager et de voir ses amis. C'est une erreur. On peut comprendre, c'est les gens qui ont la peur du voyage. On est à moins d'1 an pendant les Jeux Olympiques de Paris, de se dire il y a plein de gens qui vont arriver de toutes parts. Et voilà, au-delà des rats qui envahissent Paris depuis 2 ans, en plus on a les punaises. C'est vrai qu'on a une augmentation à la fois de la prolifération des rongeurs et à la prolifération des punaises, pour plein de raisons. Et on ne va pas parler des rongeurs, il y a des raisons qui... Voilà. C'est des problématiques qui se règlent et ce n'est pas non plus une invasion. Il faut garder toute proportion dans nos propos. Mais moi, je suis vraiment là pour rassurer parce que les professionnels ont des solutions et les Jeux Olympiques, on va être mobilisés. On va être mobilisés, c'est sûr. Comme la Coupe du Monde de rugby aujourd'hui. Hein. Il y aura des punaises de lit probablement, mais on est en train de mettre des plans d'action pour éviter qu'il y ait une infestation comme on en entend parler aujourd'hui. Maintenant, le message est simple. Demain, vous avez des punaises de lit. La priorité, si vous voulez traiter vous-même, c'est de faire des actions thermiques. C'est-à-dire, vous voyez une punaise, vous vous dites, bon, j'en ai peut-être qu'une. Vous prenez un fer à repasser, vous prenez un nettoyeur vapeur, vous allez passer votre matelas et votre sommier. D'accord, directement. Voilà. Parce qu'une punaise de lit ne résiste pas à une température supérieure à 60 degrés. Et inversement, je peux mettre tous mes habits dans le frigo, dans un congèle? Alors, dans un congélateur, il faut quand même respecter certaines températures. C'est compliqué pour certains particuliers parce qu'il faut être à -20, à plus de -20, enfin à moins de -20 pendant 3 jours. Donc, il faut avoir le congélateur adapté. Voilà. Par contre, par la chaleur, c'est un peu plus facile. Mettre ses vêtements à plus de 60 sur un cycle d'1 heure, par exemple, ça peut suffire amplement. Maintenant, si vous constatez que vous n'arrivez pas à maîtriser votre infestation seul, l'erreur, c'est de vouloir continuer à s'en sortir seul. Il faut passer par un prestataire qui est certifié. Certifié. Il y a une petite norme hein, à chaque fois. Alors, il y a plusieurs certifications à regarder. Il y a la certification CEPA, qui est une norme européenne. Bien sûr. Il y a la certification Certipunaise, qui est une certification spécifique à la problématique punaise de lit. Et enfin, il y a la certification Certibiocide, qui est une certification qui est généraliste et qui englobe l'utilisation des produits qu'on utilise. Mais au moins, ça nous rassure. J'ai bien compris, Yvan Rimbaud. Maintenant, si vous prenez une société, vérifiez aussi qu'elle soit membre de la CS3D. Le site de la CS3D référence toutes les entreprises qui sont à la fois certifiées et formées. D'accord. Donc, vous êtes sûr, en principe, de passer par une entreprise qui a les compétences pour éliminer ce nuisible. En conclusion, Yvan Rimbaud, on a l'impression que le combat est en cours, hein, qu'il faut qu'il soit mené, même jusqu'aux Jeux Olympiques, vous l'avez dit, ça va prendre du temps parce qu'il faut passer par des professionnels.
Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos attentes, à toutes nos questions concernant ces satanées punaises de lit qui envahissent nos vies en ce moment, un peu partout en France. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Les sports et l'AS Monaco FC qui compte bien poursuivre sur sa belle lancée de ce début de saison. Après de surcroît une victoire pour le moins spectaculaire la semaine dernière face à l'Olympique de Marseille. Demain soir, 21h, rendez-vous cette fois à Reims avec l'objectif de conserver la première place du classement de Ligue 1 et l'embarras du choix également pour l'entraîneur monégasque avant de choisir son 11 de départ. You cannot talk about philosophy, but in the end we have the players. They can score goals and different players can score. It makes us really dangerous because for every opponent it's not so easy to defend us on one side because it's easy for an opponent when you have a striker who scores 6, 7, 8 goals and the other players they cannot score. So to take them out it's easier you have to defend much more players, and we score in different ways. We scored in after set pieces. We can score after quick transition. We can score with crosses. We can score when we are in pole possession. So it makes us dangerous. I like to go this way with the players, but it's not only philosophy. This philosophy is more the style of play, I think. Et une constante depuis plusieurs années déjà, l'augmentation de la présence des supporters lors des déplacements à l'extérieur, ce qui ne laisse pas insensible et indifférent le défenseur rouge et blanc Wilfried Singo. C'est sûr, avec ces supporters qui viennent nous soutenir à chaque match, à l'intérieur comme à l'extérieur, ça nous fait vraiment plaisir. Et j'espère que ce week-end, ils seront encore là. Reims-Monaco ce samedi soir à 21h. Et puis une toute nouvelle compétition, le Young Chef Young Waiter Monaco vient d'avoir lieu en principauté. Le nouveau lycée Régnier 3, anciennement lycée technique et hôtelier de Monaco, a accueilli toute la journée d'hier le concours des jeunes chefs et des jeunes serveurs. Ce concours de Monaco était ouvert à tous les professionnels âgés de 26 ans et moins, de tous horizons, travaillant dans le secteur de la restauration en principauté. Les lauréats, Luigi Gianni et Danny Kadering, ont été récompensés hier soir par le prince souverain. Les heureux élus vont maintenant se préparer à la grande finale mondiale le mois prochain. Depuis 3 ans, l'association monégasque Monaco Humanitarian Aid poursuit son aide aux étudiants de la région. Une très belle initiative qui permet de soulager financièrement de jeunes scolarisés dans le besoin. Sa présidente, Karine Majorana, revient sur les actions de l'association. Dernièrement, je leur ai fait une très grosse livraison de denrées alimentaires, de fournitures scolaires. J'ai une donatrice monégasque qui a souhaité s'associer à un projet avec des jeunes. Donc je me suis renseignée, voir un peu ce dont ils avaient besoin. Il s'est avéré qu'ils avaient besoin d'ordinateurs portables et de machines à café. Donc elle me les a gentiment achetés. Je leur ai apporté. La No Finish Line, donc Children and Future, m'a offert les fournitures scolaires. Et avec le camion prêté par Semeur d'Espoir, nous sommes allés les livrer le 11 septembre. Et franchement, quand on est arrivé, c'était un peu Noël pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Moi, j'aime aider les gens. Et c'est vrai qu'en plus de voir ces jeunes dans le besoin, donc voilà, moi, mon petit niveau, comme je vous ai dit, tout ce que je peux faire, je le ferai. Moi, je les considère un peu comme mes petits. D'ailleurs, je les appelle mes petits, hein, même s'ils sont beaucoup plus grands que moi. Mais c'est vrai qu'on a un petit lien qui s'est créé et qu'on a gardé malgré que je ne les vois plus parce qu'ils sont partis, ou il y en a tout simplement qui se sont mis dans la vie active. Et en plus de la collecte de dons alimentaires et matériels, Monaco Humanitarian Aid propose de parrainer des étudiants. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur la page Facebook de l'association. L'École internationale de Monaco, l'ISM, située sur le quai Antoine Ier, école privée allant de la maternelle jusqu'au bac, a intégré depuis 2 ans désormais le classement des écoles privées les mieux cotées à travers le monde, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. 800 élèves de 3 à 18 ans, plus de 50 nationalités différentes, une moyenne de 16 élèves par classe, 171 membres du personnel entre l'administratif et les professeurs. Voici pour les chiffres. L'École internationale de Monaco est un des meilleurs établissements privés. Pour preuve, l'ISM a été classé parmi les 15 meilleures écoles d'Europe et parmi les 125 meilleures écoles privées au monde d'après le Carfax Education School Index. I think that's a huge testimony to the hard work, dedication of our students, of our staff, and in great partnership with our parents. Moi, je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de différentes cultures
et c'est vraiment divers. Donc je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Je pense que cette école est une école vraiment superbe. J'ai eu la chance d'être dans cette école pour plusieurs années et j'ai vraiment appris beaucoup. Il y a tellement de choses qui font que c'est une école exceptionnelle, mais je dirais que c'est l'investissement de nos professeurs avec nos élèves, l'importance de l'éducation, du curriculum que nous développons justement pour que chacun de nos élèves ait l'éducation qu'ils méritent dans l'inclusivité et quelles que soient leurs difficultés et leurs aptitudes. Et ainsi que pas seulement le regard sur l'académique et les résultats, mais aussi sur leur bien-être, le bien-être de nos élèves. Ce sont ces deux choses-là qui nous aident vraiment à développer l'élève entier. Cette école a ouvert ses portes en principauté en 1994. L'ISM fêtera donc ses 30 ans en février prochain. Autre date importante pour l'établissement, l'Institut international de Monaco déménagera pour de nouveaux locaux du côté du Larvoto dans le nouveau complexe Testimonio 2 en septembre pour la prochaine rentrée scolaire. Et direction maintenant les ateliers de l'artiste Matteo Mornar sur le port de Monaco pour y découvrir son tout dernier projet, une œuvre représentant un dragon commandé par la SBM, la Société des Bains de Mer. Un reportage de Vanessa Dessy, Sylvain Péroumal et Louis Borgia. Connu et reconnu pour ses créations qui ponctuent déjà les paysages urbains monégasques, Matteo Mornar est un artiste accompli qui a choisi de se consacrer à l'art de la sculpture. Actuellement, il travaille sur un tout nouveau projet, une commande spéciale pour la Société des Bains de Mer. J'ai rencontré le directeur de l'hôtel de Paris qui m'a dit qu'en février, il y a la nouvelle année chinoise et que cette année, donc l'année prochaine, c'est le dragon. Et il m'a demandé si je pouvais réaliser un petit dragon. Mais bon, j'ai fait plus que petit puisqu'il va faire 3 mètres de haut. Ça va être imposant, mais il aura une tête sympa. Ce sera un dragon grand, colosse, mais gentil. On a besoin de présenter des choses qui unissent les gens et pas le contraire. Avec une durée de travail limitée, l'œuvre ne sera pas finalisée en bronze, mais la technique de patine reste ressemblante. Sans même réaliser de croquis sur papier, Matteo Mornar crée selon son inspiration. Je fais d'abord une armature, un peu la forme du dragon, et je colle, je coupe avec le cutter des petits morceaux de plastique que j'assemble une par une jusqu'à la fin. Il y a les ailes, il y a la tête, et la première partie, suite aux critiques de mes amis, je vais refaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire après les ailes, vous voyez, ça ne me plaît pas trop le mouvement. Il y en a pour 15 jours, 20 jours pour refaire ça. Et c'est comme ça qu'on avance. On n'est jamais sûr et on apprend tous les jours. Même à 76 ans, on apprend. L'œuvre sera installée dans le hall de l'Hôtel de Paris en février 2024 afin de fêter le Nouvel An chinois sous le signe du dragon. Dans notre série du vendredi soir, ceux qui font Monaco, la richesse de notre pays, ses belles histoires, ses découvertes ou ses lieux incontournables, on va parler ce soir de petites fins, de petits tocs, de petits tocs ou petits morceaux. Avec vous, Christine Datomel. Oui, il porte un nom bien monégasque. Ce petit bar à snack vous propose des suggestions gourmandes et authentiques aux saveurs régionales. Voici l'histoire de Upichin Toku. L'histoire de mon snack, ça a commencé en 2011. Le magasin existait déjà et j'ai juste repris la succession. Et on a continué avec nos produits, notre façon de faire. C'est Upichin Toku. Ça veut dire le petit morceau, le petit casse-croûte. Voilà, moi, c'est dire le petit morceau. Et les monégasques à l'époque, même encore maintenant, ils disent on va manger un Upichin Toku. On va manger le casse-croûte du matin. Essentiellement, on fait la pissaladière, les barbadjans, la tourte de blette. Voilà, pour citer les 3 principaux. Et après, on fait des salades niçoises, des salades avec l'avocat, des sandwichs, des clubs jambon fromage, poulet fromage, des clubs poulet bacon, qui a beaucoup de succès. Je pense justement le fait de tout faire nous-mêmes,
de travailler avec des produits frais, de tout transformer nous-mêmes, de tout monter nous-mêmes de A à Z. Ça joue beaucoup sur la qualité. Et après, on essaie de faire des prix attractifs pour que ce soit accessible à tout le monde, un maximum de public, de personnes. Et voilà. Le produit phare, c'est le pambagna, qui marche énormément. Et pareil, on fait tous les jours tous les légumes frais qu'on reçoit tous les matins, coupés au moment. Et voilà, ça fait des bons pambagnas avec le pain frais aussi du boulanger. Vous savez combien à peu près vous faites de sandwichs par jour, de salades? De salade, on doit en faire 60-70 et des sandwichs 100, 120. Ça dépend les périodes. Période d'hiver, période de Grand Prix, période de yacht show aussi, on a très bien travaillé. Donc ça dépend, entre 100, 200, ça varie. Vous l'aurez compris, venez donc pour le pambagna, la pie saladière ou encore la tourtoblette. Upicin Toku est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 15h. Et pour ceux qui aiment la fête et les repas entre amis depuis hier soir, et ce pendant 48 heures, comment ne pas avoir envie de célébrer autour d'une bonne choucroute et d'une petite gorgée de houblon avec modération la traditionnelle Oktoberfest, moment de repas partagés toujours très festif, un vrai spectacle au marché de la Condamine. Et justement, nous vous proposons pour demain soir une belle idée de sortie à la salle Léo Ferré, avec le retour pour un concert toujours unique, toujours enivrant, d'un chanteur musicien au grand cœur, Fahad Afredi. C'est à 20h ce samedi soir. I'm not ashamed to walk down another way. Turn me away, I don't care anyway. My golden cage, yeah, I've left it all behind. La délicatesse, c'était hier soir au Théâtre Princesse Grasse, une pièce pleine d'émotions, interprétée par un trio de comédiens tout en sensibilité. La délicatesse tirée du roman à grand succès de David Funkinos. Prochain spectacle au cœur du théâtre, vendredi prochain, vendredi 13, ça s'appelle « Nous y voilà !» avec le retour d'un artiste, d'un comédien hors norme, Philippe Torreton, pour une lecture de poèmes de Rimbaud, Ronsard ou encore Baudelaire sur le thème de notre rapport avec la nature. Le tout rythmé par la science de la mesure, signé Richard Kolinka, l'ancien batteur du groupe Téléphone. La météo ce soir, au rythme justement de ces prochaines douces heures d'octobre, c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Un ciel bleu au programme. Le soleil sera bien présent durant la journée. Les températures iront de 20 à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7h33 et se couchera à 19h03 et nous fêterons les Serges. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, avec la fin ce soir d'une exposition à grand succès, Monaco d'autrefois, l'espace Léo Ferré. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.